Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale en ligne où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse ou encore mon accompagnement en ligne Naissance holistique, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Flora que je reçois dans mon espace. Flora viendra vous parler de sa propre maternité à travers son aventure lactée, avec tout ce cheminement qu'elle a entrepris pour devenir aujourd'hui formatrice et accompagnante à l'allaitement. Flora vous nourrira de la richesse de son savoir à travers les recherches qu'elle a faites ou menées sur l'histoire de l'allaitement en France, le lobby du lait en France, ou encore le lien entre féminisme et allaitement. Un épisode extrêmement riche, sourcé et nourrissant que je vous laisse sans plus tarder découvrir. Bonjour Flora. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro pour un épisode hors série qui sera dédié à l'allaitement. Je suis vraiment très honorée parce que vraiment je suis ton compte Instagram, toutes les informations que tu partages sur Mille et une tribus qui sont extrêmement riches et nécessaires à mon sens. Et tout aussi ce que tu mets en place à côté sur les formations et l'accompagnement à l'allaitement, ton podcast aussi, Les Petites Vies, parce que tu en as un également qui est vraiment dédié à l'allaitement et aussi dans la continuité. Alors peut-être que tu en as encore d'autres, mais en tout cas, je sais qu'en mémoire, il y a aussi un livre que tu as écrit, Au revoir Tété. Et je passe encore tous les projets et toutes les merveilleuses choses que tu mets en place autour de l'allaitement. Donc voilà, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro pour que tu puisses en tout cas nous partager et nous transmettre toute cette richesse que tu as et tout ce savoir aussi que tu as pu acquérir sur l'allaitement en France. Alors peut-être pour commencer l'épisode, on va peut-être faire une parenthèse en tout cas importante, je pense, sur toi, ton parcours, ta maternité. Brièvement, si tu pourras nous parler un peu de comment s'est passée ta grossesse, ton accouchement et la mise en place surtout de ton allaitement. Mais peut-être dans un premier temps, je vais te laisser quelques minutes pour te présenter, peut-être plus en détail que moi en tout cas. Ok, moi c'est Flora, tu m'as déjà bien Ouais. présenté par le biais de mon compte. Donc je suis accompagnante allaitement, j'ai fait une formation de doula quand je me suis reconvertie, puis vraiment je me suis spécialisée sur l'allaitement. Et assez rapidement, j'en suis venue à la formation, notamment grâce à une collègue que j'avais formée, Audrey. En orthophonie, donc je forme les professionnels de santé et puis j'ai fini par créer ma propre formation, celle que moi j'aurais voulu avoir sur 9 mois pour former, où j'accompagne en fait les filles que je forme à devenir accompagnantes allaitement. Donc les forme sur toute la partie allaitement, autant en théorie qu'en pratique, il y a 6 mois de supervision. Et à côté de ça, il y a toute une partie entrepreneuriat parce que être accompagnante allaitement, travailler et accompagner l'allaitement, c'est autant de connaissances et de pratiques que d'entrepreneuriat, ce qui n'est pas évident non plus. À côté de ça, comme tu l'as dit, je suis autrice donc du livre Au revoir Tété et j'ai 2 autres écritures en cours qui sortiront 2025-2026, je pense. C'est des projets un peu longs.
Et donc, je mène différents projets militants. Et en ce moment, il y a Saint-Priesti, dont on reparlera à la fin. Vraiment, ce qui m'anime, moi, dans toutes mes actions, en fait, qu'elles soient dans l'accompagnement des femmes, dans la formation, c'est de pouvoir permettre à toutes les femmes qui souhaitent d'allaiter et que demain, l'allaitement ressemble plus à un parcours du combattant. C'est pas le cas pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui le vivent très bien, très facilement. Néanmoins, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, si on souhaite allaiter et qu'on a envie de le faire longtemps avec une reprise de travail, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment ce qui a motivé toutes mes actions. Et c'est vrai que quand je me suis mis à accompagner les femmes, j'en ai accompagné quand même pas mal. J'ai d'abord démarré en associatif. Un grand merci à ma marraine qui me, qui me suivait sur les 15-20 femmes que je prenais par semaine parce que j'étais assez boulimique dans mes débuts. Et en fait, assez rapidement, je me disais, mais c'est pas assez, je veux aller plus loin. C'est pour ça que je me suis mis à former des personnes parce que plus on est nombreuses, plus on va aller loin, quoi. Alors peut-être avant de parler en tout cas plus en détail effectivement, là tu viens de décrire effectivement cette formation, mais plus en détail de l'allaitement, peut-être commencer aussi par l'origine toi de ton aventure lactée. Comment toi en tout cas alors peut-être nous parler brièvement comment s'est passée ta grossesse et ton accouchement, mais surtout la mise en place de ton allaitement. Est-ce que tu as eu des freins aussi sur cette mise en place? Quelle était ta vision d'ailleurs même au cours de ta grossesse de l'allaitement? Alors, je vais même remonter un peu avant. Ouais. Moi, j'ai jamais vu de femme allaiter. On m'a jamais parlé d'allaitement. Alors, c'est pas vrai, j'ai vu ma cousine allaiter, mais sous un petit drap. J'avais pas forcément beaucoup de copines avec des bébés, et celles qui avaient des bébés, l'allaitement, fallait prendre. C'était pas une question, quoi. C'était du biberon et puis c'est tout. Mais moi, du coup, j'ai eu pas mal de problèmes de santé avant d'être enceinte. Et la seule médecin qui a réussi à me sortir de ça, parce que c'était vraiment, je perdais énormément de poids, j'étais dans l'épuisement, enfin c'était très très compliqué. Et la seule qui a réussi à me sortir de ça m'avait dit, mais si vous aviez été allaitée, vous n'auriez peut-être pas été malade. Donc j'avais été extrêmement marquée par ça. C'était d'ailleurs une des premières questions qu'elle m'avait posées, est-ce que vous avez été allaitée? Donc ça avait été une bonne question que j'ai dû poser à ma mère. Donc j'ai été allaitée, je ne sais même plus, je crois que j'étais allaitée 4 semaines. Donc c'est sûr que moi j'étais extrêmement marquée par ça, et ce qui m'a sortie de tout ça, j'en suis pas encore, j'ai encore plein de problématiques alimentaires, mais aujourd'hui je vis bien, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était de refaire l'intégralité du microbiote, voilà. Donc c'est sûr que moi j'avais marqué quelque part dans ma tête, si un jour je tombe enceinte, j'y allaiterai. Et donc quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans ma maternité. Je m'attendais pas à. Moi, je dis souvent la grossesse, c'est l'éveil du féministe. Pour moi, c'est la claque du féministe. C'est pas l'éveil, c'est la claque. Parce que j'étais dans une bulle où pour moi, il n'y avait pas de problématique d'égalité homme-femme. À l'école, j'étais avec beaucoup de garçons, j'avais un bon poste. Enfin, voilà, je voyais pas le problème. Et quand je suis tombée enceinte, j'étais en épuisement. En fait, je l'ai pas su tout de suite. Là, mon conjoint est rentré du travail. J'étais dans la baignoire et j'étais en pleurs parce que je savais pas comment en sortir tellement j'en avais pas la force. Et je m'étais dit, putain, je suis en train de repartir sur des problématiques de santé et tout. Donc j'étais partie en panique. Le lendemain, on partait à Lisbonne pour l'anniversaire de copains. Et je me suis dit, mais jamais j'atteindrai. Le week-end s'est fait. J'ai beaucoup dormi. Je pense que je suis passée pour la relou qui partait de soirée à 23h parce que j'étais au bout de ma vie. Et j'avais des douleurs super fortes. Je me suis dit, je vais avoir les règles de ma life, quoi. J'avais fait une écho une semaine avant qui n'avait rien à voir avec la grossesse, mais du coup, je sais maintenant que j'étais enceinte de quelques jours. Mais bon, c'était pas sorti, donc tu vois, j'avais pas ça. Et puis en fait, là où j'ai eu la puce à l'oreille, c'est j'ai les seins qui sont devenus lourds et douloureux. Et là, je me suis dit, j'ai pas ça moi pour mes cycles. Et j'ai fait le truc que je déconseille à tout le monde. Je me suis dit, bon, je ferai un test demain. Du coup, je vais inviter une copine à prendre l'apéro ce soir, parce que c'est peut-être le dernier apéro avant longtemps. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus informée sur les effets de l'alcool. C'est pas quelque chose que je referai. Mais voilà, à l'époque. Et le lendemain, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et moi, j'avais mal, en fait. Ça s'est vraiment fait dans la douleur, cette histoire. Donc j'ai fini par aller voir le médecin au milieu de la journée parce que j'arrivais plus à marcher tellement j'avais mal.
Et donc le médecin, je lui ai dit, écoutez, vous êtes le premier à être informé, parce que c'était une copine qui m'a aidé à aller jusqu'au médecin, qui m'avait porté. Et du coup, je lui avais dit, vous êtes le premier à le savoir, parce que j'ai pas encore vu le papa, que ma pote, elle est en salle d'attente et qu'elle le sait pas non plus. Il m'a dit, je suis très touchée. Et il était très sympa, ce médecin. Et donc, je suis sortie en disant à ma copine que j'avais une cystite. Et, parce que je voulais quand même que mon conjoint le sache en premier, quoi. Donc voilà, sur les débuts. Et je m'étais dit, j'ai jamais été préparée à ça. J'ai jamais été préparée à cette fatigue. J'ai jamais été préparée. Les 3 premiers mois de grossesse, j'ai fait alors pas beaucoup d'arrêts, mais je crois que j'ai fait un arrêt presque d'1 ou 2 jours par semaine. Peut-être pas par semaine, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et puis avec la solitude des 3 mois où tu dis rien, de toute façon, j'étais pas en état de sortir. Mais voilà, donc c'est vraiment cette claque du féminisme. Et quand j'ai repris un peu du poil de la bête sur le 2e trimestre, j'ai commencé à me renseigner sur l'allaitement. Et donc trouver des femmes qui allaitent, c'était chaud patate. J'ai trouvé sur Facebook une copine de collège qui était en co-allaitement, à qui j'ai posé des questions, et elle m'avait donné l'impression qu'il fallait un bac+8 pour allaiter. Tellement elle m'avait dit, il faut que tu te renseignes, il faut que tu contactes... Alors, la médecin qui me suivait j'avais déjà parlé de la Leche League, qui n'était pas du tout active sur Grenoble. En tout cas, c'était peut-être des moments où elles étaient en congé mat, parce que depuis, j'ai rencontré les filles de la Leche League. Mais moi, quand j'en avais besoin, je ne les ai pas trouvées. Donc vraiment galère. Et puis, je suis allée aux 30 ans d'une amie, et là, il y avait une maman qui allaitait sur ces 30 ans-là. Et moi, ça m'a fait paniquer de voir le bébé tout le temps au sein. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas capable. Mais j'en serais pas capable. Mais il faut dire que moi, du coup, sur les 3 premiers mois de grossesse, j'ai fait une aversion au bébé. Il y a vraiment, je voyais, je me disais, ma fille, je vais l'aimer. J'étais très heureuse, j'étais très, très fusionnelle, je dirais déjà. Ma fille dans mon ventre, mais j'ai jamais été très fan des bébés. Étonnamment, vu ma profession, mais j'accompagne surtout les mères. Aujourd'hui, j'aime bien les bébés, mais je suis surtout là pour les mères. Et vraiment, j'ai mis longtemps à pouvoir approcher un bébé, puis j'ai fini par aller acheter pour investir ma maternité, j'ai besoin d'acheter quelque chose, tu vois, en lien. Et le premier truc que j'ai acheté, c'est un biberon. Ah, ok, waouh, c'est quand même fort de sens. Biberon spécial allaitement. Parce que je connaissais pas grand-chose. Oui. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est du pipeau. Mais n'empêche, je trouvais ça quand même marrant. J'ai annoncé ma grossesse avec une tétine et j'ai acheté des biberons spécial allaitement. Tu vois, je me dis qu'il y a quand même beaucoup à déconstruire. Ouais. Et ouais, moi, j'avais un bébé, ça dort. La grossesse, c'est pas une maladie. Et puis, ouais, l'idée que ça allait être super fluide. Et j'ai été fatiguée. Donc, j'ai eu les 3 mois qui étaient bien. Et puis, sur la fin, j'étais arrêtée très, très tôt. Enfin, très tôt, tout est relatif. J'étais arrêtée à 6 mois et demi, 7 mois. Parce que moi, la problématique que j'avais, c'est que je prenais pas de poids. Mais déjà avant, j'avais une très grosse problématique pour maintenir mon poids, qui était déjà trop bas. Et tu vois, pour te donner un exemple, j'étais allée voir la médecin parce que je me suis dit, je suis constipée. Et elle me dit, bon, je suis, oui, j'ai pas de selle depuis 10 jours. Puis elle touche mon ventre, elle fait, en fait, non, vous pouvez plus vous permettre de perdre. Donc j'ai été arrêtée. La semaine où j'ai été arrêtée, j'ai pris 4 kilos. Donc clairement, le boulot n'était pas neutre sur mon état de santé. Donc voilà, et du coup, j'ai pu mettre sur l'allaitement. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est une consultante en lactation. Donc j'avais déjà trouvé ça enceinte, que j'ai contacté, et à la maternité, j'avais son numéro dans la poche. J'avais aussi les 2 seules copines, non, j'avais 3 copines, ma cousine plus 2 amies qui avaient été enceintes, que j'avais fait en groupe Facebook quand j'avais des questions. Parce que moi, du coup, comme j'étais très fine, ou je sais pas si c'est lié d'ailleurs, mais j'avais énormément de contractions. Et j'avais une copine qui était comme moi, même gabieri, et qui avait énormément de contractions. Et quand t'es en contraction dans la rue, à plus pouvoir marcher, t'es contente d'avoir une copine à appeler qui te rassure. Donc voilà, j'avais ça dans la poche à la maternité. Je m'étais inscrite sur l'allaitement tout un art, je m'étais inscrite sur la Leche League, et en fait, je faisais partie d'un groupe Facebook de mamans qui accouchaient au mois d'octobre 2017, donc le même terme que moi, et qui ont été
très soutenant. En fait, ce qui était soutenant, c'est de voir toutes les femmes qui passent par les mêmes étapes que toi. Et clairement, dans mon allaitement, ça m'a porté parce que du coup, j'ai eu pas mal de problématiques d'allaitement. Mastite, engorgement, une petite puce qui avait des coliques, mais plus, de 3 semaines à 6 mois. Et en fait, à chaque fois que c'était galère, bah, sur le groupe, c'était galère pour plein d'autres femmes. C'est un peu comme si les bébés avaient des cycles, et aujourd'hui, je sais qu'ils ont des cycles, là. Mais là, c'était évident. Et je voyais aussi toutes les mamans qui galéraient à trouver le bon lait artificiel. Et en fait, tu vois, moi, quand j'ai des femmes aujourd'hui qui ont des doutes parce qu'elles ont l'impression que leur lait, ça donne des coliques au bébé, etc. En fait, moi, j'ai pas eu... j'ai peut-être eu ces doutes, je pense que je les ai eus, mais j'avais tout de suite en face la réalité, vu qu'on était une centaine de femmes sur ce forum, Ouais. qu'en fait, le lait artificiel n'était pas une solution. Ouais. Parce que je voyais que ça marchait pas. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à tenir mon allaitement. Ouais. D'avoir ce miroir-là qui était très fort. Pour ton allaitement, tout à l'heure, tu parlais, je rebondis juste parce que ça m'a quand même marqué. Au cours de ta grossesse, tu disais que tu avais vu cette maman qui était en train d'allaiter et que de voir en tout cas un bébé tout le temps au sein, ça te gênait à ce moment-là. Est-ce que c'était la dépendance, la proximité qui commençait à te gêner ou est-ce que c'était autre chose? Ouais, c'était la dépendance. La dépendance, C'était ouais. de me dire, je vais plus être libre de mes mouvements, je vais, vraiment, à l'aveugle, une excroissance en forme de bébé au bout du sein, quoi. Il y avait un petit peu de ça, tu vois. Et de me dire, mais en fait, je vais plus jamais être seule, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'avais vraiment quand même la vision du bébé qui mange 5-10 minutes et qui dort 3 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, j'avais jamais vu de bébé, je vais le redire, hein. Ouais, J'avais jamais vu de bébé ouais. et aucune conscience de ce que c'était. Alors justement, par rapport à toutes ces complications aussi que tu décris, mastite, engorgement, tout ça que tu as eu aussi au moment de la mise en place de ton allaitement, la communauté en tout cas a pu t'éclairer aussi dans laquelle tu étais là sur Facebook, mais est-ce que tu as eu aussi un soutien particulier en tout cas pour mener à bien la suite de ton allaitement? Parce qu'on sait, enfin, tu es la meilleure placée pour savoir aussi que souvent c'est à ce moment-là que l'allaitement s'arrête, quand on est mal accompagné et qu'on est face à des complications telles que celle-ci. Oui, et puis, en fait, avec le recul, en accompagnant d'autres mères, sur les forums et en vrai, je me suis rendu compte que j'avais un allaitement compliqué. Tu vois, D'accord. aujourd'hui, ma fille a 6 ans, c'est 6 ans derrière moi, mais comme j'avais, le numéro d'une consultante, la lait et l'allaitement tout un art, j'ai toujours eu des réponses instantanément à mes questions. Mes problématiques n'ont jamais duré et j'ai pas du tout eu la sensation d'avoir un allaitement compliqué. Alors que j'ai eu crevasse à la maternité. Alors en réalité, moi, ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est que j'ai eu des énormes tranchées, ce qui était pas classique. Ce qui a supposé la sage-femme, parce que vraiment j'ai hurlé, j'ai fait 4 jours de morphine. Donc quand je dis énorme, c'était... Et ce qui a supposé la sage-femme, en fait, moi j'ai une césarienne programmée, je suis arrivée en travail, et donc forcément le travail s'est arrêté avec la césarienne, et en fait quand on a une césarienne, on est sondé. Et j'ai mis 24-48 heures, enfin en tout cas la poche d'urine s'est remplie puisque je n'allais pas aux toilettes. Et elle me dit, je pense qu'entre votre fille qui t'était énormément et l'ocytocine, plus le fait que vous êtes arrivé en travail et la vessie qui est énorme et qui a appuyé sur l'utérus, vous êtes entré en travail. Donc en fait c'était au-delà des tranchées, j'ai fait un travail post-césarienne, quoi. Donc voilà, donc cet épisode-là, il a été compliqué. Ça a été la vraie complexité. J'ai mis 7 heures avant de remettre ma fille au sein. On était à J2. Et, et puis moi, ça m'a marqué longtemps. Après, dès que ma fille voulait téter, je réveillais mon conjoint qui partait en urgence chercher une bouillotte pour que je la mette sur le ventre. Je ne mettais pas ma fille au sein si je n'avais pas une bouillotte. Et ça a duré 10 jours. Voilà. Mais donc du coup, comme j'étais sous morphine, j'ai vu un petit point rouge sur ma poitrine. Mais du coup, j'ai dit, c'est bizarre, est-ce que c'est normal? Et on m'a dit oui, oui, parce qu'en maternité, bon, les personnes ne sont pas toujours formées, mais du coup, j'avais un début de crevasse que je n'ai senti qu'à l'arrêt de la morphine. Mais du coup, qui était bien là depuis 3 jours, quoi. Et ça, clairement, la consultante, donc j'ai vraiment douillé. Le jour où la consultante est passée, 24 heures après, on n'en parlait plus.
j'avais une mastite. Dans les 10 heures, c'était passé. Alors moi, j'ai eu un cas particulier, ça je l'ai découvert plus tard, c'est que moi j'ai fait beaucoup, beaucoup de mastite et tout le long de mon allaitement. Ce qui n'est pas normal d'en faire encore à 10 mois, 1 an. Donc j'ai une complexité. Voilà. Mais dès que j'avais un problème, j'avais une réponse dans les 20 minutes et des solutions. Oui, c'est ça. Et ça change tout, quoi. Oui, et oui, oui. Mais justement, en fait, Flora, la question me vient tout de suite. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est ton histoire, justement, là, que tu es en train de nous décrire, ton histoire personnelle, qui a été l'élément déclencheur pour que tu te consacres exclusivement, en tout cas, à l'allaitement et que tu deviennes formatrice et accompagnante en allaitement? Ou est-ce que ça a été un autre facteur? Alors du coup, dans mon histoire, comme j'ai eu plein de problèmes et que j'étais sur les réseaux, je me suis mis à aider les mères. J'avais l'avantage d'avoir fait à peu près toutes les problématiques, de les faire en plusieurs fois, et du coup de maîtriser un peu le sujet et de pouvoir apporter mon aide. Ça casse aussi la solitude de la maternité. Si j'ai passé autant de temps sur les réseaux, c'est aussi parce que j'étais seule chez moi, mon mec faisait des travaux, c'était compliqué, quoi. Et la reprise du travail s'est très mal passée et on a fait une rupture conventionnelle 1 an après. Et là, moi, je me suis dit que je ne retournerais pas en entreprise. C'était hors de question. Sauf que j'étais responsable juridique et que pour faire la passerelle avocate, il me manquait 1 an d'activité. Et comme c'est un métier qui est quand même très, très sexiste, en réalité, il ne compte pas ni les congés parentaux, ni les temps partiels, ni les congés mat. Donc, il ne me manquait pas 1 an, il me manquait 2 ans et demi. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et l'avantage d'être juriste quand on quitte son boulot, c'est qu'on négocie bien son départ. Donc, j'avais un petit peu d'argent de côté. Et là, je vois une conférence gesticulée. Donc, les conférences gesticulées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des conférences d'éducation populaire. L'idée, c'est de rendre un savoir accessible à tous. C'est fait par des gens qui sont passionnés, pas forcément experts. Et on est entre le théâtre, le spectacle et la conférence. Et donc j'ai vu ça et je suis allée voir la fille et je lui ai dit c'est extraordinaire, c'était sur la parentalité positive de mémoire. Et elle m'a dit ah mais il y a des stages, il y en a un qui démarre la semaine prochaine et j'ai fait banco, je me suis inscrite. Et en fait, ils nous font vraiment réfléchir à notre sujet, travailler notre histoire. Et c'est marrant parce que j'avais parlé avec une personne qui était avec moi, il m'a dit bah quand tu as commencé à dérouler 2-3 trucs, je me suis dit elle est féministe mais elle ne le sait pas encore. Et c'était vrai. Puis et j'étais partie pour monter une conférence pour aider les femmes à pouvoir allaiter. Et je suis sortie avec une conférence sur la place de la femme dans la société au travers de l'allaitement. Parce qu'il y avait vraiment la question, ok, pourquoi pour moi c'était aussi non naturel d'allaiter? Parce que du coup, j'avais prévu d'allaiter parce que ma médecin me l'a dit, mais quand je suis tombée enceinte et que je me suis dit qu'allaiter c'était mettre un bébé au sein, ça me paraissait vraiment pas naturel en fait. Il n'y avait rien de naturel là-dessus. Donc, il y avait pourquoi moi, ça ne me paraissait pas naturel, pourquoi c'était aussi compliqué. Et puis, au-delà de ça, les chiffres en France. Alors, on dit que la France, c'est un des pays qui allait le moins en Europe. Moi, quand même, quand j'ai découvert qu'on était 70 à l'époque, 66 dans les derniers chiffres % à la maternité, je trouvais ça énorme. C'était tellement plus que ce que j'avais déjà vu. Mais ça reste extrêmement bas par rapport aux autres pays et pourtant on nous bassine sur les bienfaits de l'allaitement. Et s'il y a une chose dont j'ai aucun doute, c'est que les femmes françaises aiment autant leur bébé que les autres pays en fait. Donc pourquoi chez nous on n'allaite pas? Tu vois, il y avait ça sur mon début. Et en fait, au moment où j'ai fait cette conférence, la même année, j'ai ouvert Instagram Portrait d'allaitement pour partager des témoignages et faire parler de l'allaitement, mais autant des personnes qui avaient allaité quelques heures qu'une année. Et j'ai lancé un instant libre avec Ophélie et Julie qui ressemble un petit peu au projet Saint-Pristi actuellement. Donc vraiment, je me suis partie là-dedans et j'ai cherché s'il y avait un métier qui pouvait se rapprocher de ça. Et je me suis formée à être doula postpartum. Et j'ai quasiment tout de suite commencé à faire des ateliers en fait. Ça faisait déjà 2 ans que j'accompagnais en bénévole et j'avais vraiment envie de transmettre. Ça a toujours été très présent. Surtout qu'en fait, chez l'allaitement tout un art, quand tu rentres dans l'association, tu as une marraine qui t'est attitrée et la marraine, elle te supervise toutes tes réponses. Et j'ai une marraine extraordinaire qui m'a énormément appris et qui m'a repris. Alors des fois, ça peut être un peu chiant,
mais qui m'a repris sur toutes mes réponses en me disant: «Mais Flora, là, tu es en train de les harceler de questions. Une maman, elle est débordée, tu peux pas faire ça. Mais tu as été trop brute de décoffrage, faut que tu sois plus douce, faut que tu sois plus soutenante». Et en fait, elle m'a appris, elle était extraordinaire, cette femme. Et c'est vraiment, je crois que c'est avec elle que j'ai le plus appris. D'ailleurs, j'ai fait d'autres formations, Colson, etc. Mais vraiment, mon approche de l'allaitement et comment accompagner les mères en les maternant, et même dans une vision extrêmement doula, je lui dois énormément. Ouais. Alors, tu le disais justement sur la place de la France, notamment par rapport à l'allaitement face aux autres pays, en tout cas européens. Ce que je trouve extrêmement intéressant et ce qui est trop rare encore, en tout cas, cette information que tu livres aussi sur les réseaux sociaux, qui est en lien et qui est relatif à l'histoire de France, comment elle a influé en tout cas sur l'allaitement en France et comment on en est arrivé à ce stade-là aujourd'hui, celui que tu décrivais tout à l'heure notamment. Comment tu as mené à bien toutes ces recherches et est-ce que tu peux justement nous partager en tout cas quelques bribes qui peuvent être très intéressantes, en tout cas pour nos auditrices? Oui, on a une spécificité en France. En fait, moi, je me suis posé la question, mais à quel moment est-ce que l'allaitement maternel s'est perdu? Parce que quand je repars du coup un tout petit peu de mon histoire, quand j'ai allaité ma fille, j'ai rencontré la grand-mère de mon conjoint et elle m'a dit: «Ah, tu l'allaites?» Moi, à mon époque, on choisissait une vache et c'était toujours la même vache pour un bébé. Ouais. Et je m'étais dit: «Mais en fait, même nos grands-mères n'allaitent pas». Et moi, j'ai demandé à mon autre grand-mère qui n'avait pas allaité non plus. Et je suis allée dérouler l'histoire et assez rapidement, je suis tombée sur l'époque au moment de la révolution industrielle Ouais. en France. Alors, les femmes se sont mises à travailler, mais en tant que salariées et ouvrières. Ouais. Et de fait, elles n'ont plus pu garder leurs enfants avec elles. Les femmes ont toujours travaillé. On n'a pas cette vision en France, hein. La femme au foyer, c'est les années 50. Mais les femmes ont toujours travaillé, mais elles travaillaient au champ, elles emmenaient les bébés. Enfin, c'est très compliqué de savoir comment elles géraient l'allaitement et le travail, mais en tout cas, elles ont toujours travaillé avec leurs enfants. Ce qui était plus possible à la révolution industrielle, où elles ont commencé à mettre en nourrice de manière très largement répandue. Les nourrices, ça existe depuis des millénaires. On a la première trace en Égypte, en Mésopotamie même. Enfin, en tout cas, on est en... Ah, j'ai plus les dates en tête. On est à presque moins 2000 avant notre ère. Sur les premières nourrices, mais on a d'abord été plutôt au niveau de l'aristocratie. Et souvent, ce qu'on fait au niveau de l'aristocratie est reproduit par les classes juste en dessous. Et ça s'est vraiment répandu dans la population de manière générale au moment de la révolution industrielle pour cette problématique de travail. De fait, les nourrices, à l'origine, elles nourrissaient avec leur lait. Mais là, il y a eu tellement d'enfants placés que les nourrices n'avaient plus suffisamment de lait. Et on a commencé à introduire d'autres types de lait, des bouillies, mais à une époque où on ne stérilise pas, où les biberons sont en étain, et on a commencé à avoir un taux de décès des bébés qui était énorme, du fait de cette mise en nourrice. Donc dans la plupart des pays d'Europe, cette pratique a été interdite. D'accord. On a interdit le placement en nourrice parce qu'on avait un enfant sur 3 en France. 2 enfants sur 3, excuse-moi. C'est un enfant sur 3 qui survit. 2 enfants sur 3, donc c'est vraiment titanesque la mortalité infantile de cette époque. Donc ça a été interdit dans les autres pays. Là où chez nous, ce qu'on a décidé, c'est d'aller contrôler les mœurs des nourrices. Je le dis en rigolant parce qu'il y a un mythe qui est très ancré depuis longtemps. C'est que une nourrice on ne doit pas avoir de relations sexuelles quand on allait. Pour plusieurs raisons, parce que ça fait monter des humeurs, ça peut gâter le lait. Et puis, il y a la croyance, alors au Moyen-Âge, c'est sûr, la révolution industrielle, je suis un peu moins sûre, mais en tout cas, il y a la croyance que le lait est du sang blanchi, donc il vient de la matrice, du coup, on ne va pas mélanger des choses dans la matrice, quoi. Donc, du coup, le contrôle qui a été à l'époque, c'était d'abord les curés sur la bonne mœurs des nounous. Ce qui n'aidait pas forcément à ce que les enfants aient du lait, en fait. Ça n'avait pas trop de sens. Et puis finalement, on a mis un contrôle mensuel et on retrouve aujourd'hui ce contrôle mensuel chez le pédiatre sur la santé de l'enfant.
On a ça qui est resté. Et à la fin du 19e siècle, on a deux choses qui arrivent, notamment la pasteurisation. Et les femmes se sont rendues compte qu'en fait, si elles pasteurisaient les biberons, les bébés mouraient moins. On avait déjà des recettes qui circulaient pour transformer le lait de vache en lait artificiel, l'ancêtre du lait artificiel. On savait, alors c'est assez extraordinaire, on a des écrits qui nous expliquent que le lait le plus proche du lait humain, c'est le lait d'ânesse, puis de jument, chèvre, brebis et en dernier vache, mais que pour des raisons économiques, on prend plutôt du vache. On va rajouter de l'huile, du sucre. Donc on a quand même une idée assez précise de la composition du lait humain d'un point de vue nutrition. On est à la fin du 19e, hein, donc non, même au début du 19e, on a ça. Donc moi, j'étais assez bluffée de ces écrits. Et donc, les femmes vont commencer à composer le lait. Elles vont pasteuriser et elles vont aussi se rendre compte que si elles gardent leur bébé près d'elles, il y a moins de décès. Et du coup, on va commencer à avoir des véritables combats féminisme pour pouvoir allaiter son enfant ou à minima le garder près de soi. Et c'est là, moi, l'éclairage qui me manquait les premières fois que j'ai lu cette histoire. Je me suis dit, les femmes, c'est monstrueux, t'abandonnes ton bébé, tu sais qu'il va probablement mourir. T'as des nourrices qui étaient connues pour être meurtrières, chez qui on plaçait les enfants illicites plutôt, ceux qu'on voulait faire disparaître. Donc je m'étais dit, les femmes sont monstrueuses, tu vois, avec ma fenêtre d'aujourd'hui. Et puis je suis tombée sur deux écrits qui m'ont marquée et qui m'ont fait comprendre l'époque. Le premier, c'est un médecin qui autorise une femme à allaiter parce que son mari est d'accord. Elle avait perdu ses 2 premiers enfants et donc elle demandait de pouvoir allaiter et il disait OK pour un allaitement jusqu'à 6 mois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas les femmes qui décident. Et le deuxième, c'est une lettre on comprenait qu'un homme écrivait à un autre et il s'excusait du tort que son fils avait pu faire à sa fille. Donc entre les lignes, on comprenait qu'il l'avait violée. Et que pour réparer ce tort, il se trouve que son fils venait d'avoir un enfant et qu'il acceptait de la prendre en nourrice. D'accord. Oh, c'est quand donc même là, glaçant. Voilà. Ouais. Donc c'est clairement pas la femme qui compte, c'est Ouais. le tort, réparer un tort financier au père. Et donc la femme qui s'était fait violer allait devoir abandonner son propre enfant pour devenir nourrice de l'enfant de son violeur. Et ouais, donc là je trouve que ça nous repose quand même la condition de la femme de l'époque. On est post-révolution. Napoléon a remis en place le droit antique. Le droit antique, c'est le pire pour la femme. C'est le droit du père tout-puissant, le père de famille. La différence avec l'Antiquité, c'est qu'à l'Antiquité, ça reste le père toute la vie de la femme, même quand elle se marie, alors que là, en fait, elle est sous la tutelle d'un homme, elle passe du père au mari. Mais quoi qu'il arrive, elle n'a pas le choix de travailler, d'allaiter, de contraception ou autre. Et donc, dans les autres pays d'Europe, on a interdit cette pratique parce qu'il y avait trop de décès. Mais c'est aussi ça qui fait que chez nous, on a un système de garde, alors qui est en train de se casser la gueule, mais on a développé des crèches, des nourrices, parce que c'est une spécificité qui est très française. Alors que dans d'autres pays, les femmes ne peuvent pas reprendre le travail avant 1 an ou autre, parce qu'elles n'ont pas de système de garde. Et nous sommes le pays qui a inventé le lait industriel, parce que chez nous, c'était vraiment une question de survie. On a sauvé des millions de bébés grâce à l'invention de ce lait, parce qu'en fait, les femmes étaient empêchées d'allaiter. C'est vraiment très très intéressant ce que tu dis là, et puis aussi sur la vision aussi qu'on peut voir aussi avec cette société très patriarcale et l'influence de l'homme, en fait, du père dans l'allaitement, enfin, au-delà de l'influence, parce que pour le coup, c'était lui qui maîtrisait, quoi. Oui. L'allaitement, j'en ai pris conscience que récemment. Ouais. Mais quand on voit sur toute notre histoire la maîtrise du corps et de la fécondité des femmes, qui est extrêmement importante, les femmes, elles doivent faire des petits soldats. Je veux dire, on nous l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. On doit réarmer la nation. En fait, l'allaitement, c'est le premier moyen contraceptif. Historiquement, c'est le tout premier moyen contraceptif. Donc, on est venu contrôler l'allaitement très tôt dans l'histoire. Et on a les premières nourrices à l'Antiquité parce qu'il y avait déjà des politiques natalistes. Et tu peux pas faire des bébés si les femmes allaitent longtemps.
Est-ce que dans l'histoire, pour le coup, dans tes recherches que tu as pu faire, Ouais, est-ce qu'à un ok. moment donné, voilà, tu as pu trouver en tout cas quelque chose qui a révélé le fait qu'on ait assimilé le sein donc nourricier, enfin en tout cas que le sein objet sexuel ou sexué est passé avant celui nourricier. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans mon histoire, ça répond plus ou moins à ta question. Ce qui m'a marqué dans l'histoire, c'est quand du coup on regarde toute la partie aristocratie, notamment Moyen Âge. En fait, le rôle des femmes, c'était de donner un héritier. Mais si on regarde aussi avec cette position sociale de donner un héritier, c'était aussi leur force et le seul moyen d'accéder à du pouvoir, entre guillemets. Du coup, leur atout de séduction était le moyen d'accéder au pouvoir et leur capacité à se reproduire l'était aussi. Donc, quelque part, c'était primordial qu'une autre femme allaite, je pense que c'était dans les mœurs déjà, parce qu'il fallait qu'elles retrouvent très rapidement leur capacité reproductrice et très rapidement leur charme pour avoir une place dans la société et surtout au stade de société où elles sont. Et moi, j'avoue que quand j'ai lu ça, alors ça va beaucoup plus loin, je veux dire, même si elles souhaitent allaiter, le prêtre leur explique que si jamais elles allaitent, comme il n'y a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, elles risquent de pousser leur mari au péché. Donc, enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans l'histoire, ça va beaucoup plus loin, mais en tout cas, sur ce rôle qu'on attend de la femme, c'est-à-dire d'être belle, intelligente, enfin intelligente pas trop quand même à l'époque, mais en tout cas de savoir parler, de savoir soutenir le roi ou le duc ou autre, de bien présenter, de pouvoir donner des héritiers, mais finalement sans être dans la maternité, puisque l'enfant était tout de suite confié à des nourrices, à des précepteurs. Il y avait même des rôles différents entre la personne qui la nourrit et la personne qui le change. Donc, et je trouve qu'on n'est pas si loin aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes, elles ont une incitation qui est énorme à mettre des bébés au monde, à faire des enfants, et une incitation extrêmement forte à les confier à quelqu'un d'autre rapidement pour pouvoir retourner travailler. On a encore beaucoup d'incitations à perdre notre poids et à prendre soin de nous très rapidement. Voilà. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans ces injonctions de l'époque et dans le fait de redevenir sexy, jolie et disponible rapidement, en fait. Mais alors justement en fait pour alors je sais pas si tu as encore des choses à nous parler en fait sur l'histoire ou tes recherches, j'imagine que tu pourrais en parler pendant des heures, mais des informations en tout cas qui te viennent avant qu'on passe un petit peu sur la place justement de l'allaitement en France aujourd'hui. Alors, du coup, quand même, pour juste continuer sur ta place de le sein Oui, sexué, en France, on est quand même le pays du moulin rouge. oui, ouais. Et c'est pas rien, je veux dire, dans le monde entier, on est connu pour le Moulin Rouge. Donc il y a vraiment le pays du Moulin Rouge, le pays de la lingerie. Enfin, il y a quand même quelque chose de très fort. Et Ouais. on voit les résistances aujourd'hui sur reconnaître l'existence d'une culture du viol ou non, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment. Alors dans d'autres pays aussi, hein, il y a des pays qui légifèrent pour protéger l'allaitement. Il y a des pays extrêmement prudes, je pense typiquement aux États-Unis qui insistent fortement pour que les femmes allaitent, mais qui sont un congé maternité encore pire que le nôtre, c'est-à-dire inexistant. Ouais. Et où dans les séries, moi je trouve génial, dans les séries on commence à avoir de l'allaitement, mais c'est que des femmes avec des tire-laits. Oui, Donc c'est tire vrai. ton lait et donne le biberon. Ouais, ouais, c'est Voilà, vrai. c'est l'allaitement prude des États-Unis. Ouais. Euh, Enfin, ouais. Donc oui, l'histoire, je pourrais en parler pendant 4 heures. Bah oui, je me doute. Enfin, si tu veux parler de l'allaitement d'aujourd'hui, c'est possible. Bah, voir un petit peu comment ça a évolué. Alors peut-être, je sais pas si tu as des informations aussi à nous donner sur un peu la comparaison, quand je dis la comparaison avec les autres pays européens dont tu parlais aussi tout à l'heure. Tu dis que certains pays ont légiféré aussi pour protéger l'allaitement. Est-ce que tu as des informations à nous donner par rapport à ça justement? Alors, de manière générale, on a légiféré pour protéger vis-à-vis des publicités un peu agressives de tout ce qui pourrait être préparation commerciale pour nourrissons, ce qu'on appelle communément le lait infantile. Ouais. Euh, En fait, donc je disais, en France, ça a été vraiment développé pour sauver des vies, sauf qu'une fois qu'on a créé une industrie, il y a eu de la recherche de marché. Ouais.
Et on est venu créer dans des pays où les taux d'allaitement étaient très élevés, et notamment dans les pays d'Afrique, on est venu créer une demande, c'est-à-dire qu'il y a eu des pratiques commerciales abusives, j'ai employé le terme, en Asie aussi, où on a donné des biberons en maternité, ça s'est fait chez nous aussi. On a donné des biberons en maternité, sauf que si on donne des biberons en maternité et que le bébé prend du lait industriel, bah du coup la mère n'est pas stimulée, donc il n'y a pas de montée de lait et donc il y a obligation de donner des biberons de lait industriel. Donc à partir du moment où les mères ont commencé à donner du lait industriel, elles ont été obligées de continuer. Sauf qu'on a créé dans ces pays où l'eau n'était pas toujours potable, où il y avait parfois déjà de la famine. Du coup, on a créé une catastrophe humanitaire telle que celle qu'on avait chez nous au XIXe siècle. Et là-dessus, l'OMS, l'UNICEF et je dirais peut-être la Let's Chili qui est montée au front. La Let's Chili a quand même une part très très importante sur la protection de l'allaitement. Si je ne me trompe pas, elle date des années 60-70. On crée un code international de commercialisation de tout ce qui est substitut pour l'alimentation infantile. C'est pas le terme exact, mais ça se comprend. Donc, qui vient légiférer autant toute la partie lait industriel, lait artificiel, que l'alimentation. D'accord. Donc, tout ce qui permet de nourrir un enfant qui devrait être allaité, c'est-à-dire avant 6 mois, puisque l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis en complémentation d'une alimentation diversifiée jusqu'à au moins 2 ans. Et ça, ce code, ça a été ratifié par plein de pays. Alors, c'est les spécificités du droit international, c'est qu'on ne peut rien imposer aux pays. Donc les pays signent et ils sont censés transposer en loi nationale. C'est-à-dire qu'ils sont censés faire une loi nationale qui se rapproche de ce qu'ils ont signé. Et c'est là où on voit toute la puissance du lobby en Europe et en France, puisqu'on applique un droit européen. C'est qu'en France, dans ce code, ça ressemble un petit peu à la loi E20, c'est la loi sur le tabac. Vous savez, aujourd'hui, sur le tabac, on ne peut plus avoir de messages de communication, on doit avoir des messages d'alerte comme quoi c'est mauvais pour la santé. Donc là, ils ont mis, on peut plus faire de communication auprès du grand public. Enfin, on peut plus faire de communication normalement de promotion sur le lait industriel, artificiel. Et on ne peut plus non plus les mettre en avant en gondole, etc. Et on doit surtout préciser que le lait maternel est bien supérieur et que ça peut nuire à un allaitement. D'accord. Sauf que nous, en France, on a un lobby qui est quand même fort. Et donc, ce qui a été négocié, c'est que oui, on ne fait pas de pub et de mise en avant pour les laits premier âge. Donc, les premiers âges, je ne sais pas jusqu'à quoi ils vont. Ils doivent aller jusqu'à 6 mois. Mais je ne sais pas. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà cogité dans les pubs que vous voyez en début d'émission des maternelles ou d'autres émissions destinées à des parents qu'en fait, c'était une boîte deuxième ou troisième âge? Pas du tout. Dans les pharmacies, c'est pareil. Enfin, du coup, ça a vraiment grandement diminué l'impact du texte. Et la deuxième chose, c'est que interdit de la promotion au grand public, sauf professionnels de santé. Donc aujourd'hui, nos pros de santé qui ne sont pas formés à l'allaitement, ils ont une page pendant leurs études. J'avais demandé à une amie qui est médecin de PMI, elle a eu une page pendant ses études qui marquait les bienfaits de l'allaitement. Fin du sujet. Autant dire que pour avoir plus de 150 heures de formation, je vous garantis qu'une demi-page, ça suffit pas. Et par contre, ils sont formés aux bienfaits, aux nouvelles recherches de toutes les préparations commerciales pour nourrissons, dans toutes les revues médicales. C'est aussi ces mêmes personnes qui sponsorisent tous les grands salons de congrès de la pédiatrie ou autres. Oui, je me doute. Donc chez nous, c'est quand même très très marqué, c'est pas neutre. Donc malgré tout, on a ce texte quand même qui est appliqué, c'est un début. Je vois au niveau du droit européen, et le droit européen va s'appliquer en France, on commence à être plus restrictif. Alors j'ai plus les derniers lois en tête qui devaient passer en 2025, mais ça devrait commencer à bouger un peu. D'accord, bon, c'est positif. Ouais, je suis plutôt optimiste là-dessus.
Tant mieux. Et après, sur toute la partie protection des mères, Ouais. il y aurait une vraie modification de droit maternité à faire. Ouais. On a eu dans le cours de l'histoire, alors moi je suis pas forcément pour, mais je sais que moi quand j'ai allaité, on n'a pas arrêté de me demander pour les personnes de l'époque de ma mère et un peu plus âgées, mais du coup tu as un 4e mois d'allaitement. Ouais. Et en fait au cours de l'histoire, on a eu une prime allaitement pour les femmes qui allaitaient. Là où je dis que je suis pas pour, c'est que je pense qu'on devrait faire des conditions, que si on met en place des conditions favorables aux mères qui permettent l'allaitement, c'est de toute façon des choses dont toutes les mères ont besoin. On a tous besoin d'un congé mat plus long, on a tous besoin de voir plus de gens, et puis ça peut permettre l'allaitement pour celles qui le souhaitent, et c'est bien. Dans certains pays, on est même allé à légiférer. Il y avait eu un grand débat en France quand des femmes ont été empêchées d'allaiter. Je ne sais pas si tu te souviens, on a une loi qui interdit de prendre... Enfin, on n'a pas une loi, on a un droit pénal. Ouais. Puisque pour qu'il y ait des sanctions, que ce soit amende ou prison, on est obligé de faire un texte pénal. Oui. Donc en France, on a un texte pénal en cas de photos sous les jupes. Oui. Ça, on en avait parlé il y a plusieurs années. Et donc, en Angleterre, ils avaient le même et ils l'ont étendu en cas de photos d'allaitement. D'accord. Parce qu'il y avait des pervers qui prenaient des photos de seins et de femmes allaitantes. Et ça, on l'a vu un petit peu en France, mais on n'a pas étendu ce droit pour l'instant. Pénal là-dessus. D'accord. Voilà. Il y avait eu toute une pub pour faire un délit d'entrave à l'allaitement, mais qui n'a pas abouti non plus. Et plus globalement, il y a 2 ans, il y avait un texte qui était génial, qui était déposé et qui n'est jamais passé, qui visait à une promotion de l'allaitement au sens plus large. Ouais. Et typiquement, Saint-Pristi aurait pu rentrer dedans, quoi. Oui, bah, mais clairement, ce projet-là. Mais tu peux en parler maintenant si tu le souhaites, hein, Flora, il n'y a pas de souci, parce que depuis le début, tu l'évoques et je pense qu'il a sa place là, maintenant. donc tu peux développer dessus, ouais. Donc Saint-Pristi, en fait, c'est un projet que je lance, que je lance moi, mais qui devrait être porté par toutes, j'espère. L'idée, c'est de remettre la femme allaitante dans l'espace public, de venir banaliser cet acte qui est doux et simple et de nature, et de remettre en douceur. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de cas tous les ans de femmes qui sont empêchées d'allaiter, et entre autres parce qu'on a cette vision très sexuée du sein dans notre société. Et je pense pas que venir placarder des immenses affiches de femmes allaitantes dans la rue fasse bouger les choses, ça risque de choquer. Et moi, je ne veux pas choquer. Je veux que ça rentre en douceur et que ça revienne dans le commun, dans ce qui est banal et commun. Donc, ce que je propose, c'est d'avoir des galeries photos de portraits A4 qu'on puisse installer dans les lieux publics. Et pour ça, je fais appel aux dons des mères, des femmes allaitantes, qu'elles allaitent maintenant ou avant, il n'y a pas de souci si votre allaitement est fini, pour qu'on puisse venir mettre ces portraits dans un maximum de lieux publics. Et comme j'ai envie d'aller plus loin, je propose aux femmes d'accompagner ce portrait d'un audio pour que les gens puissent se rendre compte et s'immerger de ce que c'est que l'allaitement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'allaitement, c'est encore caché. Il y a 2 idées à ça. Il y a réhabituer le commun des mortels au fait qu'un un bébé, la première nourriture, théoriquement, c'est le sein. Et non pas que c'est le biberon, comme moi, quand j'étais enceinte, où j'ai acheté un biberon, parce que pour moi, un bébé, c'est un biberon. Donc, venir réhabituer le commun des mortels, et puis permettre aux femmes de se sentir soutenues dans l'allaitement à l'extérieur. Je trouve que ça s'est aggravé. Quand j'ai accompagné les femmes avant le Covid, j'ai rarement eu des femmes qui avaient des problématiques à allaiter dehors. Et post-Covid, j'ai des femmes, c'était leur 2e, et elles m'ont loué des tire-laits. Donc à l'époque, je faisais de la location de tire-laits, parce qu'elles n'osaient plus allaiter dehors. Donc je trouve que vraiment ça s'est aggravé. Donc de remettre le fait d'avoir des femmes qui allaitent, même si ce sont que des portraits, ça permet de se lancer et d'oser allaiter dehors. Et aussi pour les femmes et les mères d'entendre d'autres histoires de mères, et ben ça permet de se sentir reliée. Totalement. Et de ne plus être seule, quoi. Puis remettre effectivement l'allaitement dans la place publique, au centre de la place publique aussi. C'est très fort, et pour le coup, j'invite vraiment toutes les auditrices, en tout cas, à t'envoyer photos et petits audios à la suite de cet épisode, parce que voilà, je trouve ce projet fou.
Et j'espère vraiment en tout cas qu'il va avoir un succès à sa hauteur parce que c'est essentiel aujourd'hui. Alors pour le coup, donc c'était effectivement le sujet qu'on devait en tout cas aborder à la fin de cet épisode, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière aussi parce que tu parlais tout à l'heure du lien entre féminisme et allaitement. Est-ce que tu peux développer un petit peu par rapport à ça? Alors, pour moi, il y a eu beaucoup de courants dans le féminisme. Mais aujourd'hui, celui que je vois se dessiner et dans lequel je me retrouve, c'est de permettre à la femme d'avoir sa place dans la société, donc de sortir du patriarcat. Ouais. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, je me suis beaucoup construit avec des valeurs finalement qui étaient extrêmement patriarcales, avec une vision de mon corps qui était très sexuée, et comme je disais, au moment de la maternité, je me suis rendu compte qu'en fait, la société ne nous était pas adaptée. Ouais. Et sur l'allaitement, c'est du coup de créer une société qui permette aux femmes d'allaiter si elles le souhaitent, parce que c'est quand même c'est une propriété biologique qu'on a. Ça rejoint le combat d'un congé menstruel, ça rejoint le combat de ne plus invisibiliser les fausses couches, et d'ailleurs de ne plus appeler fausses couches, puisque ça n'a rien de faux. Donc l'allaitement, il y a vraiment ça. Il y a permettre aux femmes d'allaiter, et pour ça, en fait, c'est pas possible dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, les femmes sont obligées de se suradapter pour que l'allaitement puisse avoir lieu. Une société qui permet l'allaitement, elle a des congés parentaux beaucoup plus longs. Alors, je suis pas forcément... moi, j'aurais aimé... J'ai eu la chance de voir ça. J'ai rejoint un groupe de mères en postpartum qui était incubé. Et on a soutenu un projet avec nos bébés. On était avec les bébés au sein au jury, et je trouvais que en fait de pouvoir travailler 2 à 3 heures par jour en fonction de ton temps, de ta dispo et de comment tu te sens, alors même que tu t'occupes de ton enfant, c'est exceptionnel parce qu'en fait on a besoin de cette stimulation pour certaines femmes en tout cas. Donc c'est vraiment avoir une société qui est beaucoup plus flexible en fait, qui permette beaucoup plus de télétravail, qui permette de reprendre quand la mère est en état de le faire, qui permettent vraiment une récupération du postpartum. J'ai beaucoup de mères qui disent que l'allaitement c'est épuisant, et inversement en face on milite pour dire non mais l'allaitement ça fatigue pas. Pour avoir été en épuisement complet, je peux vous garantir que quand on est en épuisement complet, se lever pour aller aux chiottes c'est fatigant. Donc tout est une réserve énergétique. L'allaitement comme le reste, ça demande, on dit qu'allaiter une journée c'est comme si on faisait un marathon, donc ça demande une grosse dépense énergétique. Mais normalement, une femme qui s'occupe de son bébé, qui l'allaite, elle ne fait que ça. Oui. Donc c'est ça qu'il faudrait remettre en place, c'est ce village, ce soutien, et que réellement les mères aient un mois d'or. Mois d'or, j'aime pas trop parce que ça vend du rêve, et le mois d'or il est pas forcément très or, mais en tout cas en tout cas un vrai mois de récupération où elle est entourée, elle est nourrie, et c'est pour ça que moi j'ai porté avec Julie le projet Annuaire Doula. À l'origine on n'en a pas parlé, mais je suis une des co-créatrices avec Julie qui continue à porter le projet de l'Annuaire Doula, parce qu'on aurait toutes besoin de ça. Pour moi il nous faudrait une femme, une sage-femme, une doula, une puéricultrice. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop. Il y a besoin de tout ça, et un papa. Parce que clairement, moi, je vois la différence entre les pères qui reprenaient le travail au bout de 10 jours, qui finalement avaient vécu que le tsunami horrible du début et du coup étaient soulagés de reprendre le boulot, avec les pères qui ont connu un mois de congé de congé mat du coup, en ayant leur enfant contre eux, et du coup on le sait en plus biologiquement, l'enfant contre son parent sécrète de l'ocytocine qui vient faire des changements même dans le cerveau chez les hommes, et leur font sécréter de l'ocytocine et de la prolactine. Donc il y a des vrais changements chez eux, et clairement au bout d'un mois la reprise c'est pas la même. Ils n'ont pas envie de reprendre, il y a un lien d'attachement qui est différent et une ambiance familiale qui est différente. Donc, tous ces changements de société, qu'on vienne prendre vraiment soin de la mère les 40 premiers jours, qu'on laisse une flexibilité sur sa façon de reprendre le travail, qu'on permette au père d'être là à domicile, et qu'on soit
informée que en fait, quand on vient aider une mère, c'est pas prendre soin de son enfant, mais prendre soin de la mère et du Ouais. couple, en fait, elle est bénéfique à toutes. Ouais. Elle est indispensable pour l'allaitement, mais elle est bénéfique à tous. Ouais. C'est très fort, effectivement, et ça a tout son sens, ce que tu dis, et on est vraiment dans cette ère de déjà une sage-femme, une femme, enfin une mère, et c'est vrai que ça me fait penser justement à cette question que je t'avais écrite sur quel avenir aussi tu vois et tu perçois sur l'allaitement. Est-ce que tu penses que ce que tu décris là est réalisable, ou est-ce que tu as d'autres espérances, si je peux dire, sur l'évolution de l'allaitement en France? Alors moi, en tout cas, je mets tout en œuvre pour qu'un jour ça existe. Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'anime, mon but, qu'il y ait plein d'accompagnantes allaitement formées, qu'on vienne reconnaître. Alors je milite, pour le coup, je laisse ce combat aux puères, mais en tout cas qu'on vienne reconnaître les puères, les sages-femmes, etc. Ouais. Que l'allaitement reprenne sa place dans l'espace public. Et pourquoi je milite pour tout ça? Aujourd'hui, je défends beaucoup le choix des femmes. Et j'ai des femmes que j'accompagne à stopper leur montée de lait en maternité parce que c'est leur choix. Et je pense qu'on est dans une société qui a une telle vision. Tu vois, typiquement, alors je vais avoir un propos qui peut être un peu dur pour certaines femmes. On parle beaucoup des violences sexuelles, Ouais. et on dit qu'il y a une femme sur 4 qui a dû être agressée. Peut-être même plus. Mais en réalité, si en violence sexuelle, on vient mettre simplement se faire toucher le sein, avoir joué à poète poète camion, Ouais. avoir été commenté, t'es trop gros, t'es trop petit, ouais, Mm. t'es bonne, Mm. je pense qu'on est à 100%. Oui, c'est sûr. Dans ces conditions-là, tu peux pas demander à des femmes du jour au lendemain qui n'ont jamais entendu parler d'allaitement de leur dire bah en fait demain tu vas découvrir ton sein et allaiter, ou demain tu vas être super à l'aise à mettre un bébé au sein. C'est pas possible. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment un vrai changement à faire au niveau de l'éducation, de nos enfants, de qu'est-ce que c'est le corps, à quoi sert le corps. Ça rejoint toutes les questions d'éducation à la sexualité, au consentement. Ouais. Euh, et donc j'accompagne ces femmes à stopper si elles le souhaitent. Et ce que je trouve très chouette, c'est que les femmes que j'ai accompagnées à stopper, au 2e ou au 3e, elles reviennent vers moi parce qu'elles ont envie d'allaiter. C'est beau. Elles sont allées step by step, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et inversement, j'ai des femmes qui, au 2e, ne veulent pas allaiter parce que le premier a été traumatique et qu'elles n'ont pas été accompagnées. Et donc, on crée ces traumatismes. Donc, pour moi, il y a vraiment une évolution de société à faire que j'ai envie d'accompagner parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que écologiquement, je vois pas comment on va pouvoir tenir ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y avait des chiffres qui étaient sortis, alors j'avais fini par trouver la source, mais faudra que je la recherche. 50% des bébés du monde sont nourris aux préparations commerciales infantiles. Donc j'avais trouvé que c'était sur la tranche de 0-2 ans, tu vois, par rapport aux recommandations de l'OMS. Mais 50%, c'est énorme. L'industrie agroalimentaire et laitière, c'est un facteur de pollution qui est énorme. Pour créer une boîte, je ne sais plus combien, c'est de milliers de litres d'eau, de transformation d'énergie, de bois, de métal, le transport. Enfin, en fait, écologiquement, c'est pas tenable. Il y a un moment où il y aura soit plus de lait, soit on va être obligé d'arrêter. Et j'espère que si un jour il n'y a plus de lait, ma petite fille, ses filles après elle, seront dans une société qui permette un allaitement qui ne soit pas subi, mais agréable et confortable. C'est très fort. Ça me met les frissons justement de penser à ça. Ouais. Et Ouais, en ouais. fait, on l'a déjà eu dans notre histoire en Ah oui? France. Les plus hauts taux d'allaitement, je sais plus, je crois qu'on est presque à 90% d'allaitement, c'est sous le régime de Vichy. Régime de Vichy, famille, travail, patrie. Pour la première fois, les femmes sont vraiment empêchées de travailler. Alors, maintenant, on est rentré dans l'histoire, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des femmes qu'on a quand même pu travailler, mais en tout cas, il y a une incitation à la natalité qui est extrêmement forte. Et en fait, il n'y a plus de lait. Donc les femmes se retrouvent toutes seules chez elles à devoir allaiter, probablement dans des souffrances affreuses parce qu'en fait plus personne sait soigner une crevasse, il n'y a aucun soutien, elles sont seules. Et juste après cette période-là, il y a Simone de Beauvoir qui écrit Le deuxième sexe, où elle dit l'allaitement, cette servitude écrasante. Oui. Mais on est juste après cette époque-là. Et moi je comprends.
Mm. Je veux dire, si personne m'avait aidé à soigner ma crevasse, si je m'étais retrouvée, moi j'étais pas pudique. J'avais cette chance-là, c'est que franchement, je pense que tous mes potes m'ont déjà vu en soutif quand j'avais chaud. Donc j'avais vraiment pas de pudeur. Donc allaiter dehors, c'était pas grave, mais quand même les premières fois, les premiers mois où t'as pas tes marques, c'est compliqué. Ouais. Donc on a besoin de ce soutien et de cette sororité. Donc voilà, je rêve de ce monde-là pour ma fille et j'ai en tête que donc je parle de l'écologie, je croise les doigts pour qu'il n'y ait jamais de guerre. Ouais. Euh, mais voilà, il y a quand même des raisons qui font que demain, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui des femmes qui sont, enfin on en voit encore, même en France, faut pas se leurrer, il y a des bébés qui sont en sous-nutrition parce que les parents n'ont pas les moyens de payer autant de boîtes. Oui, mais bien sûr. Oui, oui, oui. C'est une réalité, oui. Alors justement, peut-être pour terminer cet épisode, Flora, tu as développé déjà beaucoup de choses sur l'accompagnement aussi que tu proposes, sur les projets que tu mets en place. J'ai noté justement deux écritures de livres, en tout cas, qui vont arriver sur les 2 prochaines années. Et ce projet donc, qui est actuel, Simplisti. Est-ce que tu as d'autres projets qui vont être mis en place ou tu pourrais en tout cas commencer à nous en parler? Alors il y a forcément un livre, je pense que vous vous doutez, qui va être sur l'histoire, Ouais, trop bien. donc qui est en cours. Ouais. Le deuxième, c'est un délire entre guillemets, mais qui, en fait, à chaque fois que je veux dormir, j'ai l'impression de le télécharger ce livre. Donc, Ouais. du coup, pour pouvoir dormir, je me suis mis à l'écrire. Ouais. Et ça rejoint plutôt sur, je le destine au lycée, collège-lycée. Ah, super. Donc, je vous en parle quand ce sera Ouais, sorti. Voilà, j'ai super hâte là-dessus. super. Et Ouais. après, du côté formation, je suis en train de développer la formation au niveau des crèches. Ouais. Donc en fait, moi j'ai créé une formation et je forme soit des anciennes auxiliaires ou des auxiliaires qui sont d'ailleurs toujours en poste, soit les accompagnantes allaitement que j'ai déjà formées, donc celles qui sont intéressées. Je les forme à aller former les crèches dans leur région, parce que pour moi c'est vraiment de la proximité. Super. Ouais. Donc, je suis vraiment en train de développer la partie organisme de formation. Donc, c'est un peu challengeant, tu vois. Déjà, tout ça, là, c'est c'est pas mal. J'imagine. Pour Ouais. l'instant, je n'ai pas les épaules pour faire plus. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ouais, non, mais c'est déjà énorme. Tout ce que tu fais vraiment, Flora, et tout ce que tu viens de nous transmettre aussi là, sur un court instant, parce qu'on imagine bien, effectivement, toute la charge de travail aussi que c'est derrière, mais tout ce que tu mets en place, j'ai envie de dire merci. Merci, Flora, d'être ici en France, parce que c'est plus que nécessaire, effectivement. Et encore une fois, c'est une information que tu livres qui est sourcée. Et qui est vraiment très très prenante et on est trop peu en tout cas à y avoir accès et en avoir connaissance. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si Et tu avais encore quelque chose ouais, à dire. Oui, dis-moi. j'ai oublié, Oui, du coup, en fait, l'histoire de l'allaitement et de nos traditions. oui, Je serai aux Journées européennes des doulas oui, et j'animerai avec Célia Doula, que tu as déjà reçue. bien sûr. Oui, Un atelier sur les traditions. Du coup, en Europe, Lia, elle est vraiment spécialisée ouais, naissance. C'est ouais, extraordinaire son travail aussi. ouais, C'est un peu désespérant parce que dès qu'on est au téléphone, on parle des heures. ouais. Euh, J'imagine. mais donc, on anime un atelier ensemble sur naissance et allaitement. Ouais, Et voilà. Et puis moi, du coup, sur mon livre, je continue les histoires. Donc là, en ce moment, je suis en train de terminer le chapitre sur la préhistoire, une période que j'avais ouais, jamais parcourue. Et c'est assez hallucinant de voir déjà tout ce qu'on peut savoir sur cette époque. j'ai Et hâte. déjà Ouais. les racines du patriarcat à cette époque. Mais oui, oui, ouais, C'est à la fois hallucinant et à la fois un peu désespérant. ouais, Je sais ouais, pas. ouais. Ah, j'ai hâte de le lire déjà. Ouais. Mais ouais. Et bah du coup, il y aura ces journées déjà donc, qui ont lieu à Lille début octobre, s'il y a des Ok. personnes parmi vous qui sont intéressées, qui sont doulas. Donc Ouais, journée européenne, c'est traduit en plusieurs langues. Il y a des doulas de toute l'Europe. trop Donc ça bien. va être super chouette. Ouais, super, génial. Eh ben, écoute, de toute façon, je relayerai l'information aussi parce que notre épisode donc, sort en septembre. Et peut-être pour terminer aussi cet échange, quel message en tout cas tu souhaiterais faire passer? Je sais qu'il doit y en avoir plein, mais si on en choisit un ou deux, lesquels en tout cas tu souhaites faire passer aux mamans qui nous écoutent? Bon, message aux mamans, si vous avez l'envie d'allaiter, entourez-vous et ne faites confiance qu'à ce qui résonne chez vous.
Et après, moi, j'ai envie d'aller plus loin à toutes les femmes et même les hommes qui ont envie de soutenir l'allaitement. N'hésitez pas à vous former. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est hyper important. Flora, vraiment, je pouvais pas espérer mieux comme épisode. Ça fait longtemps que j'avais en tête de faire un épisode dédié à l'allaitement parce que c'est totalement, en tout cas, un sujet qui est à part entière aussi dans la ligne éditoriale de mon podcast. Mais voilà, c'était une évidence, en tout cas, que c'était à toi que reviendrait l'honneur de pouvoir en parler. Et je suis vraiment ravie parce que d'un point de vue personnel, c'est un épisode qui m'est cher et ta rencontre aussi m'est très chère parce que pour moi, voilà, tu es essentiel en tout cas pour conserver et faire évoluer l'allaitement en France sur cette vision en tout cas que l'on a aujourd'hui et tu viens de le démontrer à travers cet échange. Donc merci et un immense bravo pour tout ce que tu fais vraiment à titre personnel et je pense que beaucoup de mamans se rallieront en tout cas à mes mots. Donc je te souhaite bon courage en tout cas pour tout et j'espère vraiment que tous tes projets, tout ce que tu mets en place fleurira à leur juste valeur en tout cas. Et je te dis à bientôt et merci, merci, merci Flora. Bah, merci beaucoup à toi pour ce temps et cette invitation. À bientôt Flora, merci. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.